Dans ce nouveau numéro de Toute une histoire, vous allez découvrir 3 familles pour lesquelles la lecture d'un testament a tout changé. J'ai appris que j'avais le quart de ma mère et le tiers de mon père. Et le reste? Partagé entre les autres membres de la fratrie. Ça a été un bel enterrement et puis j'ai entendu parler qu'il y avait une lettre. Au deuil, s'est ajoutée la vexation et parfois le sentiment de ne pas être aimé. Qu'est-ce qui était le plus dur à vivre? C'est la différence. J'étais là, mais par défaut. On ne peut pas faire du mal à un de ses enfants comme ça. Maître Gégère, notre avocat, et Yvonne Poncet-Bonissol seront aux côtés de nos invités. Vous vous mettez psychologiquement toujours en retrait. Donc je crois qu'il faut faire un pas en avant. Il faut vous affirmer. Ils répondront à leurs interrogations, mais aussi à celles de notre public et des internautes. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. En France, une personne sur 10 a déjà rédigé son testament et souvent son contenu crée la polémique au sein des familles. La rédaction a préparé un tour d'horizon des grandes affaires d'héritage pour planter le décor. On va regarder ces images et on se retrouve juste après. Dans chaque famille, célèbre ou anonyme, l'héritage pose question. Il est même parfois source de conflits. C'est le cas du père d'Astérix, Albert Uderzo. Pendant 10 ans, son gendre et sa fille se sont opposés au dessinateur. Le conflit se réglera finalement devant les tribunaux. Plus récemment, en 2008, la fortune de Liliane Bettencourt a elle aussi fait l'objet d'un démêlé judiciaire opposant mère et fille. De l'autre côté de l'Atlantique, les questions d'héritage divisent aussi des familles. Après 45 ans de discorde, la sœur et le frère du guitariste Jimi Hendrix ont finalement trouvé un accord autour de sa succession. On se souvient aussi de la famille de Lino Ventura. Enfants et petits-enfants se sont déchirés autour de la répartition de la succession. Une histoire d'héritage qui a une fois encore terminé devant la justice. Alors, vous avez été très nombreux à réagir sur notre Facebook et Maître Gégère, notre avocat, répondra à toutes vos questions tout au long de l'émission. Et puis Yvonne Poncet-Bonissol, l'une des psychologues de l'émission, est aussi à mes côtés. Elle nous apportera son éclairage sur le versant psychologique de nos invités. Marc, merci d'être là d'abord et bonjour. Vous connaissez très bien le sujet pour avoir défendu plusieurs affaires. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui vous a marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point les histoires d'héritage pouvaient parfois dégénérer. On a l'impression que ce ne sont que des problèmes d'argent et en fait, l'argent, c'est la partie immergée de l'iceberg, véritablement. Derrière les problèmes d'argent, il y a aussi des problèmes d'affectifs qui se jouent, il y a des problèmes de préférence qui se jouent, il y a bien d'autres choses qui se jouent dans ces cas-là. Dominique, les explications de Marc ont dû vous parler. Vous êtes issu d'une fratrie de 4 enfants, 4 filles. Dans quel contexte familial avez-vous grandi ? Bien, j'avais ma sœur et moi, les filles de Jacqueline, qui s'est suicidée quand j'avais 6 ans et ma sœur 2 ans et demi. Mon père s'est remarié et a eu deux autres filles avec sa... Donc Jacqueline, c'est votre mère? Jacqueline, c'est ma mère. D'accord. Avec sa deuxième femme, Raymonde, qui a été une belle-mère exceptionnelle. Exceptionnelle? Exceptionnelle. Oh, bah, tant mieux. Et votre belle-mère est arrivée combien de temps après dans la vie de votre père? Assez tôt, finalement, parce qu'elle était notre... elle s'occupait de nous, elle était notre gouvernante. Et mon père l'a épousée, pas par amour. Il ne l'a pas épousée par amour? Non, il ne l'a pas épousée par amour. Il a fait l'économie des frais de la gouvernante, quoi. Ah bon? Ben oui, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, donc en tout cas, il l'a épousée. Il l'a épousée. Il a quand même eu 2 enfants avec elle? Oui. 2 filles? 2 filles. Et elle, donc vous aimez déjà, puisqu'elle s'occupait déjà de vous? Oui, oui. C'est ça? Ah oui, moi, je n'ai pas de problème avec elle. Et ça ne vous a pas dérangé que votre père épouse votre gouvernante? Bah, non, ça ne m'a pas dérangé. Non, moi, parce que moi, ce que je voulais, c'était...
Ma sœur et moi aussi, parce que je l'ai retrouvée dans une lettre que mon père avait écrite à mon parrain, en disant que tout se passait bien à la maison, parce qu'on avait retrouvé un équilibre, on avait retrouvé le quotidien. Moi, j'ai pas eu de problème. Moi, ce que je voulais, c'est il y avait une source de vie qui a été coupée, et moi, j'en ai retrouvé une autre. Donc, je ne voulais pas la reperdre. Ça, c'est clair. Je ne voulais pas la reperdre. Raymond me donnait tout ce dont j'avais besoin et je faisais très bien la part des choses entre ma mère et maman. Enfin, et c'est toujours comme ça parce que quand je me vois... Entre votre mère et maman, qui est maman? Maman, c'est Raymond, parce que c'est elle qui m'a élevée. D'accord. Et ma mère, c'est... Biologique. Jacqueline. Non, c'est pas biologique. Ma mère, elle m'a élevée aussi. Ma mère, elle m'a... Je veux dire, j'ai pas de conflit avec ma mère. Je veux dire, le suicide de ma mère, c'est pas à cause de moi qu'elle s'est suicidée. Hein. Non, moi, j'ai pas de conflit avec ma mère, non. Mais bien sûr, c'est plus abstrait, parce que quand elle est morte, j'étais jeune. Et alors, pourquoi vous dites que votre père n'a pas aimé Raymond? Parce qu'on le sait, parce qu'il l'a dit. Comment ça se passait avec vos jeunes sœurs? Ça se passait très bien avec mes jeunes sœurs, avec mes 3 petites sœurs, enfin... aussi avec celle qui plus tard deviendra la favorisée. On était une famille normale, il n'y avait pas de conflit particulier. C'était plutôt mon père qui avait tendance à toujours monter les qualités d'une fille une fille contre l'autre, mais ça nous a blessés. Enfin, moi, ça ne m'a pas blessée parce que moi, au contraire, j'étais valorisée par mon père. Donc moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Vous étiez la préférée de votre père? Non, je n'étais pas la préférée. Moi, je ne trouve pas du tout que mon père ait une préférée. Mais alors pourquoi vous dites que vous étiez valorisée par votre père? Parce que je valorisais quelque chose qu'il faisait résonner, lui. Parce que, par exemple, j'étais bonne à l'école, je voulais faire des études, ça le flattait. Ah oui, donc il était fier de vous quand même. Ah oui, mais moi, j'ai pas non plus de... Mon père m'a aimée. Oui. J'ai aimé mon père. Il aurait voulu que je l'admire. Il est hors de question que j'admire mon père. D'abord, je ne comprends pas pourquoi on devrait admirer ses parents, mais enfin, voilà, c'est tout. Ça, et pourquoi vous n'admiriez pas votre père? Parce que je ne vois pas pourquoi, je vois pas ce qu'il avait d'admirable. Alors, votre père est décédé à l'âge de 88 ans, d'une mort naturelle. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort? Oui. Quelques semaines après, vous avez été contactée. Alors, d'abord, on était toutes là avant la mort de mon père. Hein. On nous a appelés, on nous a dit que ça allait mal. Donc, nous sommes toutes venues avec nos enfants. Donc là, vous vous entendiez toujours très bien, toutes les quatre? Ah oui, on s'entendait très bien. On se relayait à son chevet. Le personnel médical, on faisait ce qu'on voulait, à la limite, aux soins intensifs. Voilà, on rentrait, on sortait. Il s'occupait. Il venait pour les soins quand il y en avait besoin, mais il n'y avait pas besoin de beaucoup de soins. Enfin, il s'éteignait normalement. Et donc, tout allait bien, il y a eu l'enterrement, on s'est toutes retrouvées, ça a été un bel enterrement. Et puis on a entendu parler, enfin j'ai entendu parler qu'il y avait une lettre. Et puis, quelques semaines après, j'ai été contactée par la clerc de notaire qui m'a lu au téléphone le contenu de cette lettre. Et qui n'en a pas parlé aux 2 autres, à mes petites sœurs. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je voulais vous demander, est-ce que c'est possible de faire ça? Parce que quand on trouve une lettre, enfin moi je me suis posé la question de savoir, S'il était normal que vous soyez seule au courant du contenu de la lettre? Il y avait d'abord la favorisée. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait quoi, la lettre? Alors, elle disait qu'il donnait la quotité à donc, la favorisée. C'est qui la favorisée? C'est une de mes sœurs. D'accord. Oui. Et vous êtes 4. On est 4. Pour faire simple, 4, ça fait 5 parts. Une part pour chacune et une part de quotité disponible. Voilà. D'accord? Donc, en fait, l'une des sœurs a bénéficié de sa part plus de la quotité disponible, donc des 2/5. C'est quoi la quotité disponible? C'est-à-dire que quand il y a 4 enfants, il y a 5 parts. Quand il y a 2 enfants, il y a 3 parts. Quand il y a un enfant, il y a 2 parts. Une part qui va à l'enfant, une part dont on peut disposer comme on le souhaite. Mais on peut diviser que par le nombre d'enfants sans tenir compte de la quotité de réserve. S'il y a 4 enfants, on peut diviser par 4. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelles que soient les dispositions prises par la personne qui est décédée, les héritiers font ce qu'ils veulent. S'ils sont d'accord pour renoncer au terme du testament, s'ils sont d'accord pour faire un partage équitable, ils font ce qu'ils veulent.
à partir du moment où ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent se partager la quotité disponible. Absolument. Ils peuvent très bien à condition considérer... de se la partager de manière équitable. équitable. Bien sûr. C'est-à-dire, au lieu de faire 5 parts, en faire 4 et se partager un quart chacun. Alors, en l'occurrence, cette lettre, donc, favorisait l'une de vos sœurs. Oui. C'est-à-dire, il lui léguait tout ce qu'il avait? Alors, il avait dit qu'il souhaitait que la quotité disponible lui revint. D'accord. Et bon, nous... Alors, déjà, est-ce qu'une lettre peut avoir valeur de testament? Alors, en fait, la loi ne donne pas de forme particulière à un testament. Il y a 2 types de testament. Le testament notarié, tout le monde a compris, le notaire le reçoit, c'est en bonne et due forme, il n'y a pas de difficulté. Et puis, il y a le testament qu'on appelle holographe, c'est-à-dire un courrier par lequel la personne dispose en indiquant ce qu'elle souhaite qu'on fasse de son héritage. À partir du moment où... C'est valable si elle l'envoie à qui, ce courrier? On peut même le trouver dans la table de nuit. D'accord. Sans qu'il y ait forcément... Non, il n'y a pas d'autre... Alors, ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, on soit certain que c'est bien la personne qui l'a rédigé et qui l'a signé, qu'au moment où elle a été rédigée et signée, la personne était en pleine possession de ses moyens. À partir de là, s'il y a de manière clairement indiquée le nom de celui qui va faire le document, le nom du bénéficiaire et qu'il y a tous les éléments, ça peut être tout à fait considéré comme valable au regard de la loi. Dans ce cas-là, est-ce que c'est normal que le notaire ait appelé l'une des sœurs? Non. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il Alors, n'est pas obligé de réunir tout le monde? Le droit, j'en sais rien, mais si vous voulez, pour éviter les difficultés, en général, il est préférable que tout le monde soit prévenu en même temps, parce que sinon, on rajoute à la suspicion des uns sur les autres, et ça devient, en quelque sorte, il alimente le côté un peu obscur de ce qui a pu se passer, alors que finalement, ça pouvait être très clair en disant, ben voilà, vous êtes 4, il y en a une qui vraisemblablement a passé un peu plus de temps sur la fin avec votre père, il a souhaité l'avantager, et c'est la raison pour laquelle il lui a donné la quotité disponible. Voilà. Ensuite, si les 4 sœurs sont d'accord pour y renoncer, il n'y a pas de problème. Alors, comment vous avez réagi? J'étais bouleversée parce que dans les 2 aspects de mon père, son côté aimant et son côté despotique, eh bien, c'est son côté despotique, tant pis pour lui, qui est l'héritage. Et donc, la deuxième question était, est-ce que nous, on va reprendre ces valeurs despotiques ou est-ce qu'on va les laisser? C'est-à-dire, symboliquement, je prends ou je ne prends pas, parce que je crois qu'on a toujours le choix et que même si on perd de l'argent, ce que nous voulions, nous 3, enfin surtout moi, c'était la clarté, parce que, bon, la favoriser, je ne sais même pas si c'est elle qui a ouvert la lettre, je ne sais pas si quand la notaire, enfin la clerc de notaire a reçu la lettre, si c'était encore cacheté, enfin moi j'ai des questions très précises là-dessus, mais bon. Et puis, donc, elle savait, moi j'ai su 3 semaines après, et mes 2 plus jeunes sœurs ont appris le contenu de la lettre quand on était dans le bureau de la clerc de notaire. Donc, alors, on est tombé dans des émotions, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça a produit des conflits entre vous? Mes sœurs et moi, on a discuté, enfin, on s'est envoyé des mails pendant près de 3 ans pour essayer d'éclaircir la situation. Pour dire à la favorisée qu'on n'acceptait pas cette histoire de quotité, mais qu'on était d'accord pour lui donner un peu plus d'argent parce qu'elle avait été celle qui était plus près du défunt. Bon, elle en avait profité quand il était en forme, mais c'est vrai qu'elle avait eu après des soucis quand il était malade. On ne voulait pas rentrer dans... C'était OK comme ça. Nous, on était prêtes à lui donner un petit peu plus. Et elle a refusé. Elle a refusé. Elle a souhaité conserver sa quotité disponible en intégralité. Elle a refusé parce que c'était plus que de l'argent. Et d'ailleurs, c'était plus que d'art. Oui, c'était la manière, en quelque sorte, de l'individualiser par rapport à vous et de lui donner une médaille supplémentaire. Si j'ose m'exprimer. Enfin, elle voulait reprendre, devenir la chef de famille. Oui. Et moi, je lui ai dit que nous étions 4 filles et que maintenant, la relation verticale enfant-parent, il n'y en avait plus. C'était comme ça. Il y avait 4 histoires, on est tout au même niveau. Bien sûr. Et qu'il n'y a pas de différence à faire. Enfin, mais elle voulait absolument reprendre justement les valeurs de papa. En écoutant votre récit, qui est au demeurant passionnant, on voit que l'héritage peut aussi mettre en lumière des non-dits et des secrets de famille. Dans l'histoire de cette lettre, derrière cette lettre, il y a automatiquement un non-dit qui a à voir non seulement avec peut-être le suicide de votre maman, je n'en sais rien, je ne connais pas suffisamment. En tout cas, ça respire
quelque chose qui n'a pas été démasqué. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le fait que vous aussi, vous ayez été mise à l'écart, c'est parce que tout simplement, vous aviez démasqué à votre tour votre père. Vous n'aviez pas un regard bienveillant sur lui. Et lui, par rapport à cette sœur qui a été bénéficiaire, enfin qui a été adulée, parce qu'elle a été à ses côtés, je crois que c'est parce qu'elle était aveuglée par qui il était. Donc, elle le mettait sur un piédestal, et donc il a voulu la remercier. Il y avait une forme de dette symbolique de votre père vis-à-vis d'elle. Et il a réparé cette dette en lui donnant un petit peu plus d'argent qu'à vous. Mais je crois que toute cette histoire, tout ce récit, transpire quelque chose de non dit et d'un secret. Ah oui, c'est tout à fait ça. Pardon? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Dominique? Moi, je suis là parce que j'ai envie de reprendre aussi un peu la parole. Je voudrais que ce soit moi qui raconte notre histoire, enfin du moins que je raconte ma vue des choses, parce que la Claire de Notaire a joué un très grand rôle dans notre histoire familiale. Elle a un peu parlé à notre place. En tout cas, ce qu'elle a dit a beaucoup compté dans les raisonnements de la juge. Parce que nous, on a parlé à ma place. Et je me suis toujours dit que j'attendrais le temps qu'il faudrait, mais que un jour viendra où c'est moi qui raconterai mon histoire et où je repousserai les gens qui n'ont rien à voir dans notre histoire familiale. Alors, je vous le disais tout à l'heure, vous avez été nombreux à réagir sur Internet lorsque nous avons lancé notre enquête. Maître Gégeur, écoutons la question de Nicole, l'une de nos téléspectatrices qui profite de votre présence. Bonjour, ma question est la suivante. Comment un héritier peut-il bloquer une succession en ne signant pas un partage, surtout après avoir signé un protocole d'accord? J'aimerais avoir une réponse à cette question. Je vous remercie de votre aide et vous dis à très bientôt. Bien, en fait, la question est un peu posée à l'envers. On est dans une situation où il devrait y avoir un partage et l'un des héritiers se refuse à signer amiablement le partage. La solution, elle est judiciaire, c'est-à-dire qu'on assigne l'ensemble des héritiers devant le tribunal et c'est le tribunal qui désigne un notaire qui fera un projet. Et si ce projet n'est pas accepté, il sera judiciairement homologué, c'est-à-dire que c'est le tribunal qui jouera le rôle, en quelque sorte, des héritiers et qui déterminera le partage pour chacun d'entre eux. Marie-Claude nous a également contacté avec une autre question. Bonjour maître, je souhaiterais savoir dans le cas d'une succession, comment doit-on procéder lorsqu'il y a des enfants majeurs et mineurs nés d'une précédente union? Merci, au revoir. D'accord. Alors, en fait, ça me permet de répondre à une question sur le rôle ou le rang de chacun des enfants. Qu'ils soient d'une précédente union, qu'ils soient nés d'une relation adultérine ou qu'ils soient des enfants naturels, à partir du moment où leur filiation est établie, eh bien, ils ont tous les mêmes droits à hériter. Alors après, quand il y a des enfants mineurs, eh bien, ce sont les représentants légaux, en général l'un des deux parents, et s'il n'y a pas les parents, un tuteur qui est désigné par le juge d'instance, qui va représenter les enfants dans le cadre de la liquidation de cette succession. Et le fait que les enfants adultérins aient les mêmes droits que les enfants naturels ou les enfants de couples mariés, c'est assez récent dans la loi française, puisque jusqu'à il y a quelques années, les enfants adultérins, en quelque sorte, étaient punis et n'avaient pas droit d'être les héritiers de leurs parents. Ouais. Voilà. Alors, sur Facebook aussi, vous nous avez envoyé vos questions, comme celle de Christine, qui va s'afficher sur l'écran. Ma sœur est décédée. Comment faire pour que ses filles n'héritent pas de ses dettes? Alors, ça aussi, ça permet de répondre d'une manière plus générale à une problématique qui est celui des successions qui sont impécunieuses ou qui sont débitrices. Aucun enfant n'est tenu des dettes de ses parents, il lui suffit de renoncer à la succession. Oui. À partir du moment où on renonce à la succession, on n'est évidemment pas tenu du passif de cette succession, ni des dettes créées par les parents. Pour renoncer à une succession, ou bien on voit le notaire chargé de la succession qui acte de cette renonciation, ou bien alors on se rend au greffe du tribunal d'instance de son domicile et on fait remplir par le greffier un acte de renonciation à succession et c'est terminé. Alors, si dans la succession, il y a des biens et des dettes, eh bien, il faut voir en fait quelle est la balance. Alors, si on renonce à la succession... Alors, on peut accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire, en principe, j'accepte la succession, mais j'attends de savoir si elle est créditrice ou débitrice pour me prononcer de manière définitive. Ça alors, aussi, c'est une possibilité. Par exemple, il y a beaucoup de dettes, mais il y a quelques biens qui, s'ils seraient mis en vente, pourraient rembourser les dettes.
ah ben à ce moment-là, la succession est créditrice et il est, à mon avis, à ce moment-là, il est préférable d'accepter la succession, quitte à ce que, une fois les dettes payées, il n'y ait plus grand-chose qui revienne aux héritiers, mais en tout cas, ça aura l'avantage d'avoir payé les dettes et de récupérer quand même tout ou partie. Et s'il n'y a que des dettes, on peut renoncer? Bien sûr. Oui. C'est assez fréquent, hein, en fait. Malheureusement, tout le monde n'est pas eu d'ERSO, donc souvent, les successions sont soit impécunieuses, soit elles génèrent beaucoup de dettes, et pour sauver justement les enfants, la solution, c'est de renoncer à la succession. Alors, on va demander maintenant au public qui voudrait profiter de la présence de Maître Gégère, qui serait concerné par ces problèmes d'héritage et qui aurait une question à lui poser. Là. Bonjour. Vous appelez comment? Alexa. Je suis héritière. J'ai une succession qui traîne. Rien n'est signé. Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est un peu la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où imbiablement les choses ne sont pas possibles, il faut saisir le tribunal. Alors le tribunal à saisir, c'est le tribunal du lieu du décès de la personne, là où la personne est décédée. Et le tribunal désignera un notaire et un expert, si nécessaire, pour évaluer les biens, fera un projet de partage. Et ce projet de partage, s'il n'est pas accepté, sera imposé par le tribunal aux héritiers. Donc il n'y a pas de blocage possible sous prétexte que l'un des héritiers ne veut pas signer. Il suffit de saisir le tribunal pour que ça se débloque. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Je m'appelle Claire. Claire. Oui. Bonjour maître. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut déshériter un enfant? Alors, le principe en droit français, c'est qu'on ne peut pas totalement déshériter un enfant. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, en droit français, l'héritage, il est scindé en deux. Il y a ce qu'on appelle la part réservataire, c'est-à-dire la part qui va nécessairement aux enfants. Et cette part, elle varie en fonction du nombre d'enfants. Et puis, il y a ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire une partie de l'héritage dont on peut disposer comme on le souhaite. Mais en aucun cas, on ne peut déshériter totalement un enfant qui bénéficie d'une part réservataire. Juste pour faire rapide, pour bien comprendre. En fait, il y a un nombre d'enfants, on rajoute une part. C'est-à-dire quand il y a un enfant, on rajoute une part, ce qui veut dire qu'il y a une moitié qui est à l'enfant et l'autre moitié dont on dispose. S'il y a 2 enfants, on fait 3 parts. Un tiers pour chacun des enfants et un tiers dont on peut disposer. Voilà comment ça fonctionne. Madame, oui. Oui, Brigitte, est-ce qu'on peut de son vivant léguer ses biens, de son vivant, tout à fait. Une partie de ses biens? Tout à fait. Et alors là, c'est assez compliqué à comprendre parce que ça va presque à l'encontre de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que lorsqu'on décède, eh bien, la part réservataire va aux enfants et ça doit être équitablement partagé. Par contre, de son vivant, on peut faire donation. Et on peut faire donation au-delà même de ce qu'aurait droit la personne qui reçoit la donation. Par contre, lorsque le donataire, celui qui a donné... On peut donc privilégier une personne par rapport à d'autres enfants. Tant qu'on est vivant. Parce qu'au moment où on va décéder, eh bien, le fait du décès va faire qu'on va être obligé de rapporter à la succession l'excédent de ce dont on a bénéficié par rapport à ce à quoi on a droit. Ah bon? Oui. Par exemple, je fais donation, j'ai 3 enfants, je fais donation à l'un de mes enfants de ma maison. Cette maison représente 100% de mon héritage. Il va pouvoir profiter de cette maison, il va pouvoir y habiter, mais le jour où je vais décéder, les règles du droit du code civil en matière de succession vont s'appliquer, et s'il garde la maison, eh bien, il sera obligé de donner la contre-valeur du tiers à chacun des autres enfants pour équilibrer la succession. Il n'y a pas de légataire universel, ça n'existe pas. Alors, le légataire universel ne peut jamais aller à l'encontre de cette règle qui c'est du marbre, dans lequel on ne peut pas enlever sa réserve à un enfant. Et on parle souvent de légataire universel plutôt lorsqu'il n'y a pas d'héritier. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier, j'allais dire de dévolution successorale naturelle, il n'y a plus d'enfants, il n'y a pas de parents. Donc dans ces cas-là, on peut instituer un frère ou une sœur ou un tiers comme légataire universel. C'est-à-dire qu'il va récupérer l'intégralité des biens parce qu'il n'y a pas d'héritier réservataire, c'est-à-dire de ceux que la loi protège. Pardon. Et quand quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est absolument pas de votre famille, décide de vous léguer un bien, oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à condition que ce bien ne vienne pas en contradiction avec une réserve pour l'un des... Vous bénéficiez de cette donation sans problème,
La petite difficulté, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est que l'administration fiscale va vous taxer à hauteur de 60% de la valeur de la donation dont vous bénéficiez, puisque comme vous n'êtes pas un héritier réservataire, vous ne bénéficiez d'aucun abattement sur les droits de succession qui sont en France extrêmement lourds. J'ai l'impression que Barbara comprend très bien vos propos. Bonjour Barbara. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la Benjamine d'une famille de 3 enfants. Petite, quelle relation aviez-vous avec vos parents? C'était pas l'harmonie, vu que je savais que j'étais pas une enfant désirée, que ma mère ne voulait qu'un fils et elle a eu de cesse de répéter que moi j'étais en trop. Elle le disait carrément devant vous? Oui. Elle me disait qu'elle n'a pas pu prendre la pilule et que l'avortement n'existait pas. Donc voilà, j'étais là, mais par défaut. Donc vous en avez souffert, évidemment? Bien sûr. Est-ce que vous étiez plus proche de votre père? Non plus, non. Non, il était assez colérique et il m'a molesté beaucoup, quoi. Vous vous entendiez comment avec vos frères et sœurs? Ben, très petit, c'était bien. Quoique, bon, dès l'âge de 10 ans, 15 ans, je savais que tous les biens iraient au même. C'est-à-dire, c'était votre frère qui était le préféré, votre frère aîné? Je l'ai vécu comme ça, je le ressens comme ça. Et puis, ça s'est avéré quand même de cette façon-là. Ça se voyait dans la manière dont vos parents le traitaient par rapport à vous? Vous le ressentiez au quotidien, bien cette sûr, préférence? ouais, dans l'éducation. C'est-à-dire? Ben, on avait moins de droits, moins On lui passait de tolérance. Plus de choses? Oui, tout à fait. Ouais. Vous en parliez avec vos parents? Non. Vous osiez... Non, c'était acquis, c'était comme ça. Il fallait l'admettre ou partir, ce que j'ai fait dès que j'ai pu. C'est pour ça que vous vous êtes éloigné de vos proches au fil du temps. Ouais. À quel point vous êtes-vous éloigné? Je suis allée à Paris dans un premier temps, dès mon diplôme, à 18 ans, 19 ans. Et puis après, je suis allée à Grenoble. Parce qu'il n'y avait rien à traiter, rien à faire. Et votre famille habitait où? Dans la Marne. En 1980, votre père est décédé d'un cancer du pancréas. Il avait établi un testament? Il avait fait une donation au dernier vivant, donc c'est ma mère qui était usufruitière de tous les biens. Et puis ça s'est décidé à sa mort. À la mort de votre mère? Oui. Donc j'ai appris que j'avais le quart de ma mère et les autres membres avaient les 3/4 à partager en 2. Et moi j'avais le tiers de mon père. Elle est partie combien de temps après votre mère? 24 ans. Ouais. 24 ans après? Oui. D'accord. En 2013. Comment vous avez appris la mort de votre maman? Tout à fait par hasard. Le fils d'une cousine m'a téléphoné. Et, bon, il était assez étonné que je ne sois pas avertie. Vous ne l'aviez pas revue, votre mère, pendant ces 24 ans? Non. Non, je ne le souhaitais pas. Et alors, il vous a dit quoi, ce cousin? Il m'a demandé si je savais que ma mère était décédée. D'abord, il m'a appelé pour me demander comment ça allait. Et puis, il était tellement étonné que je ne manifeste pas de parole à ce sujet. Donc, il a raccroché, il m'a rappelé après. Il m'a dit, mais tu n'es vraiment pas informée? Je dis, non, de quoi? De quoi tu parles? Il dit, mais ta maman est décédée. Ah bon? Il dit, mais je crois qu'il n'est pas souhaitable que tu ailles aux obsèques. Je ne devais pas y aller. Pourquoi? Parce que ça aurait dérangé, parce qu'on m'en voulait de mon absence. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça ne m'a pas étonnée. J'aurais bien aimé y aller, évidemment. Vous avez eu de la peine? Sur le principe, oui. Mais du sur le décès, principe, de pas être informée. Non, d'accord, mais sur le fait que votre maman soit décédée? Elle l'était déjà pour moi. Ça. Elle l'était depuis 24 ans? Oui. Donc vous avez été conviée chez le notaire? Oui, bien sûr. Ouais. Et alors là, donc, qu'est-ce qui était décidé? Que je n'en avais que le quart de sa part et le tiers de mon père. Et le reste? Partagé entre les autres membres de la fratrie. Ça correspondait à quoi, matériellement, votre héritage?
Moi, j'ai eu 2 masures de mes grands-parents. Mhm. Et puis des terres dont je ne peux pas bénéficier puisque c'est un des membres de la famille qui les exploite et moi, je ne peux pas les vendre parce qu'ils refusent de les acheter. Donc, c'est légal, c'est partagé chez le notaire, mais je n'en ai pas le bénéfice. Ça représente combien de terrain? 53 hectares. Alors, 53 hectares que vous ne pouvez pas vendre parce qu'aujourd'hui, ces terres sont exploitées par un membre de votre famille. Oui. Et pour quelles raisons vous ne pouvez pas les vendre si elles vous appartiennent? Parce que c'est lui qui les exploite et qu'il est prioritaire. Et alors? Oui, il est prioritaire, mais oui. ça ne vous empêche pas de les vendre. C'est-à-dire que si vous étiez amené à les vendre, il aurait ce qu'on appelle un droit de préférence, c'est-à-dire la capacité de dire « je me substitue à l'acquéreur que vous avez trouvé ». Mais rien ne vous empêche de les vendre. Ben, c'est pas ce qu'on m'a dit au tribunal. Alors peut-être que je n'ai pas tous les éléments qui me permettent de répondre correctement à votre question, mais effectivement, je comprends que c'est un bail à ferme, je comprends qu'il est fermier, il est votre fermier, oui, oui. hein, c'est un bail rural, donc ça obéit à certaines règles qui sont très prioritaires et qui privilégient le preneur, c'est-à-dire celui qui est le locataire des biens, mais pour autant, vous, en qualité de propriétaire, rien ne vous empêche de les céder. Alors ou bien vous les cédez à quelqu'un en indiquant qu'il existe un bail rural dessus et la personne l'achète avec le bail, ou bien il faut attendre l'expiration du bail, et à l'expiration du bail, vous pouvez vendre, et à ce moment-là, le locataire a la possibilité de dire ben, « moi j'achète à la place de l'acquéreur que vous avez trouvé ». Voilà généralement comment les choses se passent. Maintenant, il y a peut-être des précisions qui me manquent pour répondre peut-être plus précisément C'est pas ce que m'a dit mon notaire, que lui, s'il refusait de les vendre, je ne pouvais pas les vendre à quelqu'un d'autre. De les acheter, pardon. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Ah bon. je peux pas. Je peux trouver acquéreur, mais alors, bien des sûr. terres sous bail, ça donne pas envie d'acheter parce que... C'est Non, le mais le problème. bail, ça date d'il y a combien de temps? C'était dans un premier temps 25 ans, Ça avec date- tacite reconduction de 9 ans en 9 ans. Oui. Ouais. Et j'ai essayé de rompre, enfin de mettre terme à ce bail par l'intervention d'un huissier 18 mois avant la fin Oui. du bail. Oui. Et l'huissier a refusé d'intervenir. C'est J'ai très pas curieux. j'ai pas pu clore ce bail. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre dans tout ça? C'est la différence. C'est toi, tu es aimé, vénéré, toi, tu n'es rien. C'est-à-dire que déjà, vous étiez séparés, vous ne voyez plus vos proches, mais j'imagine que ce testament n'a fait que renforcer la distance entre vous. Je le savais déjà, c'est pour ça que je suis partie. Qu'il n'y avait rien à faire, que c'était comme ça. Je le savais depuis l'âge de 10-15 ans. Donc ça, c'était pour votre génération, mais la génération suivante a été impactée aussi par ce testament et par ce que ça a produit sur votre famille? Pour l'instant, non. Non, mais enfin, à mon décès, je ne sais pas ce qu'il en adviendra. L'État, je sais, va prendre 46%, enfin actuellement c'est comme ça, hein, à la succession, et il restera 54% divisé par 3. Ça va être dilapidé, voilà. Comme on pensait que ça allait être dilapidé par moi, ça sera Là pas par encore, moi. je ne mais veux pas assommer avec par des la problèmes succession. techniques, mais chaque héritier direct, c'est-à-dire les enfants, ont droit à un abattement avant de calculer, donc ça dépend de la valeur. Ouais. On a un abattement à hauteur de 100 000 ou 150 000 euros sur lesquels on ne paye pas de droit de succession. Donc les droits ne se payent que sur le surplus de cette somme, Ah bon. au-delà. Voilà. Il faudrait pour ça que je puisse les vendre. Vous avez quelle relation là avec votre famille? C'est terminé, il n'y a plus rien. Aucune. Et vos enfants, ils ont des relations avec leurs cousins? Mais non, il ne les voit pas, non. Non, non. Il ne les voit pas. Donc ça a eu des incidences sur la génération suivante. Déjà, mes parents, il y a eu des problèmes. Moi, et ça fait 3-4 générations que ça dure. Marianne, vous allez nous raconter votre histoire tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir comment vous réagissez aux propos de Barbara. Ben, moi, je suis un peu dans la même situation où il y a pratiquement 20 ans que je n'ai pas pu parler avec mes grands-parents, où je ne les vois plus. Et par contre, eh bien, la différence, c'est que mes grands-parents sont toujours vivants aujourd'hui et il s'est passé quelque chose pendant de leur vivant, en fait. Voilà. La situation a dégénéré pendant leur vivant et suite à un acte chez le notaire. Voilà. Vous souffrez de cette situation, de ne Bien pas les sûr. voir, de ne plus avoir de contact avec eux?
Je trouve que la situation est pas normale. C'est-à-dire que c'est les 2 seuls grands-parents qui me restent du côté de mon père. Du côté de ma maman, mes grands-parents sont décédés et je trouve que c'est dommage d'en être arrivé là. Alors, je reviens à vous, Barbara. Vous êtes venue nous voir parce que vous avez besoin d'aide et notamment de l'aide d'Yvonne. Elle est là pour vous, donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. Ouais, j'ai essayé de contacter la nouvelle génération. J'envoie des courriers et puis, bon, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Alors je crois que comme le conflit est directement lié à votre frère, je crois que ce sont vos enfants et ses enfants qui doivent faire une cousinade, quelque chose. C'est par eux que ça doit passer le lien. Parce que c'est vrai qu'on a dit, et Marc l'a bien souligné, que l'héritage est hautement symbolique. Il révèle les places que nous avions enfants, les frustrations, les dysfonctionnements familiaux. Et vous, votre souffrance est due au fait que cet héritage a stigmatisé votre rejet. Rejet d'une part parce que vous n'avez pas pu assister aux obsèques de votre maman et aussi votre frère qui avait donc tout la place finalement de l'enfant roi qui était celui qui ne tolérait sans doute pas la frustration, mais comme il n'est pas là, je ne peux pas le signaler. Donc je crois que vous êtes victime d'une forme de position dans votre fratrie. Vous, le vilain petit canard, et l'autre qui est dans la lumière. C'est tout ce qu'on peut dire. Et celui qui est dans la lumière, finalement, a fait en sorte d'avoir tout, comme si tout lui était dû. Mais si tout lui était dû, c'est que déjà enfant, on lui laissait cette place. Il n'avait aucune frustration. Il était vénéré, il était porté comme étant le petit roi de la maison. Donc ces souffrances-là, c'est celles-là qui ont fait surface au moment de l'héritage. Parce qu'il y a bien sûr la valeur marchande, vos 56 hectares, mais il y a surtout la valeur affective. Oui, mais ça je le savais, je l'ai vu dès l'enfance. Ça a été confirmé par le partage, mais... Comment vous avez vécu avec tout ça, ou malgré tout ça? Est-ce que ça a engendré des difficultés pour vous sur le plan affectif Oui, mais c'était résolu à 20 ans, puisque j'avais déjà tout vu, tout palpé, tout compris. Donc il fallait se faire une raison et continuer. Continuer en partant loin, en écrivant un autre livre, en ne voulant plus les voir. Je me marie, je fais des enfants. C'est un autre livre, on recommence à zéro. Mais on ne recommence pas à zéro. Mais Barbara, vous avez laissé toute la place à ce frère en partant. Mais je ne pouvais pas faire autrement. D'accord. Mais pourquoi vous dites qu'on ne recommence pas à zéro? Parce que ce drame familial a eu des conséquences dans votre vie personnelle, dans votre Mes couple? enfants n'ont pas vu leur cousin et maintenant je trouve que c'est une erreur. Ils le souhaitent et ça fait un vide. Je leur ai créé ce vide. Donc la solution, elle est là. S'ils souhaitent rencontrer leur cousin... Oui, mais j'arrive pas à avoir de rendez-vous. Non, mais pas vous. l'avez demandé? Il faut passer outre, il faut que ce soit les enfants de chaque côté qui passent outre vos problèmes de préférence que vous avez subis ou dont vous avez été victime. Seul, moi j'ai pas le droit d'y aller encore. Mais ça ne... Je crois que vous avez bien compris que pour ce qui vous concerne, la messe est dite, puisque vous me dites que depuis l'âge de 20 ans, vous nous expliquez que vous avez compris que de toute manière, il n'y aurait pas de solution, il sera le préféré et vous serez le vilain petit canard. Oui. Donc, si on ne veut pas que ça continue de manière transgénérationnelle, je crois qu'il faut faire l'impasse là-dessus et permettre à vos enfants respectifs d'essayer de trouver un terrain d'entente, en tout cas de se rencontrer. Pourquoi vous êtes là, Barbara, aujourd'hui? Parce que c'est pas rien de venir sur notre plateau, donc ça veut dire qu'il y a une vraie démarche d'affirmation de vous. Parce que perdu pour perdu, je raconte mon histoire. Parce que... Mais dans quel but? Moi, de me soulager et puis non. D'être reconnu et entendu. Ils vont même pas regarder cette émission. Mais c'est pas leur regard, c'est le vôtre. Ah, le mien. Ce qui est important, il faut que ce soit votre regard qui change sur vous-même. Mais moi, j'ai tourné une page, je vous dis, je voulais être quelqu'un d'autre. Enfin, si je peux me permettre, vous avez tourné une page, vous ne seriez pas là. Voilà. Dans mesure où vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas c'est vrai que c'était ambivalent. J'y vais pas. Mais vis-à-vis d'eux, je me dis, vous n'existez plus. Vous opérez plein de confusions. Oui, quand vous me parlez à l'adolescence, vous dites j'ai fait beaucoup de bruit, j'ai été très bruyant. C'était vis-à-vis de vos parents. C'est pour être reconnu vis-à-vis de vos parents. Aujourd'hui, la problématique, elle est différente. Elle est vis-à-vis de votre frère. En fait, vous revendiquez pas vis-à-vis de votre frère d'exister, mais d'avoir simplement un même pied d'égalité.
Sur le plan affectif, je ne parle pas des histoires d'argent. D'ailleurs, je me demande si j'étais vous, si j'aurais pas renoncé à la succession pour en avoir le cœur net et en terminer de tout ça. Pour ne plus être pollué par ces histoires. Oui, c'est polluant. Oui. Voilà. Après, à un moment donné, je pense que la question doit se poser. En partant, ça voulait dire je vous les laisse. Sauf si on s'appelle Bettencourt. Gardez-les, c'est ce que ça voulait dire en partant. Je vous ignore et gardez tout. Oui, mais ça n'a pas été exprimé. Vous avez mis en acte votre départ, mais ça n'a pas été dit. C'est pas clair. Et ça vous fait du bien d'en parler aujourd'hui? Comment vous allez dans la vie? Ça va, je fais du théâtre, je fais du sport, tout va bien. Tout va bien. Mais pour répondre à Yvonne, les signaux au neveu, je le fais, il n'y a pas de réponse. Mais je crois que les signaux, vous les faites, mais ce n'est pas à vous de les faire. C'est à vos enfants de contacter leurs cousins. Vous avez pardonné à vos parents? Oui, complètement. À 20 ans, je suis partie en disant, bon, moi, je ne veux pas en vouloir à des imbéciles, je passe. Je ne veux plus vous voir. Ah, c'est comme ça que vous pardonnez? Je ne veux plus vous voir. Mais oui, on ne peut pas en vouloir à des gens méchants, bêtes et méchants. Pardonné, c'est-à-dire, est-ce que vous leur avez exprimé votre pardon ou Ils n'auraient pas compris. Me pardonner, mais de quoi? Non. Pardonner à mes parents, mais qui tu es pour me pardonner? Mais qu'est-ce que tu veux me pardonner? J'ai tout fait dans les règles. Ah non. C'est Dieu qui pardonne, c'est pas moi. Vous avez envie de réagir à ça? Ah oui, parce que pardonner. Je comprends Ils se sentent pas fautifs. Voilà, ses parents se sentaient dans une position de force. Ils trouvaient qu'ils avaient raison. Oui. Et il l'a refusé. Et effectivement, c'est pas vraiment pardonner qu'il faut faire. Je trouve que c'est pas au niveau du pardon, mais il faut arriver à surmonter cette situation pour grandir et pour avoir accès à sa propre vie. Parce que toutes nos histoires, c'est des gens qui se sont permis de bloquer nos vies. Et ce sont des parents qui, normalement, devraient... qui nous ont donné la vie, qui nous empêchent de la vivre. Le beau lapsus de la vendre. Celui-là, il n'est pas innocent, faut dire. Oui, de la vivre. Et il faudrait que ce soit clair dans leur tête plutôt que dans la nôtre, parce que je pense que pour nous, c'est clair, mais pour eux, ça l'est pas. Dans un instant, nous allons retrouver Marianne et découvrir son histoire un peu plus en détail. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag toute une histoire. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le programme de nos prochaines émissions. A tout de suite. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. J'ai vécu pendant des années avec ce qu'on peut appeler un pervers narcissique qui a failli me détruire. Sylvie et Marianne partagent la même histoire. Je ne me décrivais pas du tout comme une femme battue. Bon, il claque une porte, il jette un verre par terre. Bon, il m'a attrapé par le bras, un peu bousculé. Et puis un jour, il donne une gifle. Puis un jour, un coup de couteau. Puis un jour, il vous jette par la fenêtre. Une histoire dans laquelle la violence se cache derrière les apparences. Dès que j'achetais quelque chose, il fallait que j'aille dans les plus grands magasins. Et quand on sortait, il fallait que je porte tous mes bijoux. On aurait dit un sapin de Noël. Il m'achetait des choses qui lui plaisaient à lui. Il mesurait la hauteur de ma robe. Il me refermait mes boutons. Il m'achetait des manteaux de fourrure. J'ai horreur de ça. Quand je voulais pas remplir mon devoir conjugal et qu'on était en vacances, je me retrouvais à dormir dans la baignoire de la salle de bain. J'étais sa chose. Deux parcours que commentera pour nous Samuel Mergui, l'un de nos psychologues. Je ne vous perçois plus du tout victime, c'est-à-dire que vous vous affirmez, vous êtes combative. L'important, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait de moi, mais qu'est-ce que je vais faire moi-même de ce qu'il a fait de moi. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous êtes jeune et vous vivez actuellement dans la précarité, vous ne savez plus comment remonter la pente. Sans famille, ni diplôme, vous êtes livré à vous-même et vous faites tout pour vous en sortir. Très jeune, vous vous êtes retrouvé sans domicile et vous avez dû affronter l'épreuve de la rue. Après avoir souscrit à un emprunt bancaire très jeune, vous ne parvenez plus à rembourser vos dettes. Après de longues études, votre recherche d'emploi s'est révélée infructueuse et vous êtes aujourd'hui dans une situation précaire. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Valérie sera bientôt l'invitée spéciale de la rédaction.
Elle s'est mise sur un site de rencontre. Il y a quelqu'un qui l'a harponné. Elle m'en a parlé vers octobre 2012. Et donc elle est partie en juin 2013. Elle devait sortir sur Paris le mercredi après-midi pour retrouver des amis. Elle m'envoie un message voilà, en me disant « Maman, c'est bon, je suis sur Paris, bisous, je t'aime ». Et je ne sais pas pourquoi ce « je t'aime », il m'a fait bizarre. On était vraiment très proches, fusionnels. Vous parlez au passé? Ben oui, je parle au passé puisque voilà, Léa est partie, elle avait 16 ans et demi de la maison, donc maintenant elle en a 19. Et puis la jeune fille, malheureusement, qui se trouve là-bas en Syrie, je ne la connais plus. Je ne saurais jamais si ma fille elle aura son bac, le travail qu'elle aurait pu faire, le fait de l'embrasser, de la serrer dans mes bras. C'est comme si voilà, je faisais le deuil de mon enfant qui est toujours vivant. Moi, ça fait 2 ans que je vis dans cette souffrance, excusez-moi. Je vous trouve déjà incroyablement forte. Merci. Le fait de se dire, de vouloir s'occuper de son enfant et de ne pas pouvoir, et se dire qu'on ne pourra peut-être jamais, nous, de la faire revenir. Il ne faut plus que ces jeunes partent. Il ne faut plus. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Plus de 10 millions de Français ont déjà connu des disputes à cause d'une succession, soit 20% de la population. Nos invités font partie de ces statistiques, comme Marianne. Bonjour Marianne. Alors Marianne, votre histoire est un petit peu différente de celle de nos autres invités car il ne s'agit pas exactement d'héritage. En fait, vos grands-parents ont fait une donation de leur vivant, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Avant de nous en dire plus, que vous inspirent les témoignages que nous venons d'entendre, ceux de Barbara et de Dominique? Mais les situations d'héritage, c'est vraiment dramatique finalement pour les familles dans beaucoup de cas. Et en fait, je me retrouve un peu dans la même situation, même si moi, je suis une génération en dessous. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vécu directement, mais au travers de mes parents, en fait, par l'intermédiaire de mes parents. Vous avez subi les répercussions. Voilà. Alors, racontez-nous votre situation. Alors, donc il s'agit de mes grands-parents du côté de mon père, donc mes grands-parents paternels. Donc mon père a un seul frère. Et donc mes grands-parents ont décidé de leur vivant de donner la majeure partie de leur patrimoine à mon oncle, donc au frère de mon père. Et en l'occurrence, un domaine agricole, donc on reprend un peu la situation de Barbara, un domaine agricole sur lequel mon père a travaillé toute sa vie. Et donc, alors que mon oncle n'était pas du tout agriculteur et a fait toute sa carrière dans l'industrie. Voilà. Donc mon oncle est devenu propriétaire de l'outil de travail de mon père. Comment vous en avez eu connaissance de cette donation? Alors en fait, donc c'est mes parents qui ont été informés. Hein. Mon père un jour a reçu un courrier du notaire chez qui la donation avait été faite. Lui indiquant que dorénavant, les loyers qu'il payait auparavant à mon grand-père, il devait maintenant les payer à mon oncle. Comment a-t-il réagi, votre père? Il n'a pas compris. Hein, Il avait de mauvais rapports avec ses parents? Pas du tout, non, on avait des relations familiales tout à fait classiques, même plutôt très bonnes. Donc il a dû demander des explications à ses parents? Bien sûr, oui, il est allé voir mes grands-parents pour leur demander ce qui s'était passé. Et en fait, il n'a pas eu vraiment de réponse à leur acte, en fait, à ce qu'ils avaient décidé de faire. C'était le fils aîné? Mon oncle est le fils aîné, oui, c'est ça. Mon père est le deuxième. Hein. Voilà. Quel lien vous unissez dans la famille? Les deux frères s'entendaient bien? Ah oui, tout à fait. Oui. Il y avait une bonne entente. On était déjà géographiquement, mes grands-parents et mon oncle habitent sur la ferme. Tout le monde habitait, on habitait les uns à côté des autres, et donc on se voyait très régulièrement, que ce soit pour les Noëls, les fêtes de famille, les anniversaires. Mon oncle, c'est mon parrain. Voilà. Après, je voyais mes cousines très, très souvent. On était tout le temps ensemble, on passait nos vacances ensemble, les étés, voilà. Donc cette histoire a mis de la distance? Ah bah oui, plus que de la distance, oui. Voilà, on a complètement coupé les ponts, en fait. Hein. Mais les deux frères ont essayé de se parler? Votre père est avec nous dans le public. Bonjour Daniel, merci. Ça va Daniel? Ça va. Daniel qui est avec son épouse à côté, donc votre maman. Alors, vous vivez toujours sur la ferme que possède donc votre frère? Oui.
Donc vous lui versez un loyer. Oui. Comment vivez-vous cette situation? Très mal depuis un certain nombre d'années, depuis qu'on a appris mon frère était propriétaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai interrogé le notaire et le notaire m'a dit j'ai rien à vous dire, secret professionnel, vous serez ça au décès des parents. Alors, les grands-parents, ils sont toujours en vie? Oui. Tout à fait, oui. D'accord. 92 Parce que et si j'ai 89. bien compris ce que disait Maître Gégère tout à l'heure, au moment du décès de vos parents, la situation devrait être rétablie. Se rééquilibrera, Se nécessairement. rééquilibrera. Absolument. Non, mais moi, la question que je me pose, c'est qu'en attendant, est-ce que je vais bénéficier de la valorisation des biens depuis que je suis plus, que je suis évincé par le fait momentanément, si on peut dire, des biens, quoi. Parce que moi, aujourd'hui, je paye une location qu'en ayant payé la part de mon frère au moment voulu, je ne payais pas de location, je serais devenu propriétaire en donnant la moitié de la part de mon frère, vu qu'il n'était pas agriculteur. Voilà. Tant que vos parents sont vivants, la situation telle qu'elle découle de la donation, elle est légale, elle est licite, et effectivement, vous vous retrouvez à être obligé de payer un loyer en quelque sorte, alors que jusqu'à présent, vous étiez fermier de vos parents. Oui, déjà, oui. Donc il y avait de toute manière un loyer qui était versé. Le bail a été reconduit à la suite de La cette taxe question, de est-ce qu'il donation. sera remboursé du loyer qu'il a payé à son frère pendant Non. toutes ces années lorsque la situation se rééquilibrera? C'était ma question. Non, Voilà, mais pas plus qu'il n'aurait été remboursé du loyer qu'il versait à ses propres parents jusqu'à ce qu'il décède, s'il n'y avait pas eu de donation à l'oncle. Il est Oui, fermier. mais si lui avait pu bénéficier comme son frère du terrain sur lequel il travaille, Alors, il n'aurait pas payé le loyer. J'ai compris, mais le grand principe en matière de succession, c'est qu'on ne fait pas de prospective. C'est-à-dire, tant que les gens sont vivants, on ne se dit pas s'ils avaient fait une donation, etc., j'aurais pu ne pas payer. Tant qu'ils sont vivants, c'est eux, en quelque sorte, qui décident. Malheureusement, parfois de manière extrêmement inégalitaire et, je dirais, extrêmement maladroite. Donc ça, vous vivez cela comme une injustice? Comme une injustice, j'ai un préjudice moral, financier, familial, par tous les sens. Et puis en plus, je suis très, très contrarié par ce phénomène parce que nous, pour moi, l'exploitation agricole qui était d'origine familiale aurait dû devenir pérenne. Et en l'occurrence, qu'on a un fils, un frère de Marianne, qui était susceptible de reprendre l'exploitation, au jour d'aujourd'hui, on peut être mis à la porte d'un moment à l'autre. Alors les contacts maintenant, je parle à mon frère par le biais de nos avocats au tribunal. C'est assez curieux quand même, pardon, je vous interromps, mais en plus, dans le domaine rural et agricole, souvent, justement pour éviter les démembrements des propriétés, les parents font ce qu'on appelle des donations partage. C'est-à-dire que là, pour le coup, la donation partage, c'est on prévoit comme si on était décédé. C'est-à-dire qu'on fait des parts égalitaires, etc., de manière à ce que l'égalité entre les différents héritiers soit respectée. Anticipé. Et ce qui est une constante, c'est que le fils, enfin l'enfant exploitant, récupère toujours l'exploitation pour qu'il y ait une continuité d'exploitation. Voilà. Et c'est extrêmement curieux que dans l'affaire de Marianne et de son père Daniel, finalement, ce soit le fils qui n'a rien à voir avec l'exploitation agricole qui en devienne le propriétaire. Mais bon, pour avoir eu accès à certains éléments de son dossier, il n'y a pas que ça. Et je pense que tout ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global et à mon avis, très curieux, on va dire. Bien souvent, effectivement, au moment des héritages, les masques tombent et les personnalités apparaissent clairement telles qu'elles étaient et qui n'étaient pas toujours révélées. Or, ceux qui veulent, en règle générale, tout, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à partager, ont une façon d'être avec les parents, c'est-à-dire à la fois séducteurs, mais ils veulent prendre toute la place et s'investissent dans la vie. Je ne parle pas de votre oncle, j'en sais rien, mais comme des propriétaires. Donc ils ne veulent rien partager, ils veulent tout. Et bien souvent, enfants, ils avaient une forme d'intolérance totale à la frustration et au partage. Je voudrais juste rajouter quelque chose, et ça c'est l'expérience qui me fait parler. Combien de fois, je ne sais pas si c'est le cas de votre histoire, mais combien de fois j'ai vu des personnes âgées finir par accepter de signer n'importe quoi pour avoir la paix, pour que celui qui est le plus vindicatif, celui qui les harcèle au quotidien, arrête de les harceler. C'est ça. Et je ne sais pas, encore une fois, je prends toutes les précautions d'usage si on se retrouve dans un cas de figure comme ça, mais quand j'ai entendu l'âge qu'ont vos propres parents, je me dis que ça peut correspondre à une volonté à un moment donné de ses parents d'avoir la paix, qu'on arrête de leur parler de ces histoires-là. Voilà. Et malheureusement,
vous avez pu être dans ce cadre-là, en quelque sorte, le sacrifié de l'histoire. Oui. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? C'est d'avoir des grands-parents qui sont là, qui sont toujours vivants et de ne pas pouvoir aller les voir en toute, avec des liens familiaux classiques, on va dire. Voilà. Vous ne les avez pas vus depuis combien de temps, vos grands-parents? Depuis que les actes ont été faits, c'est-à-dire depuis 98. Voilà. Ah ouais, ça fait longtemps. Presque 20 ans. En plus, vous êtes maman d'une petite fille? Voilà, donc j'aimerais pouvoir leur présenter, mais... Ils ne l'ont jamais vue? Non. Et puis voilà, je suis pas... Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt envie de jouer l'indifférence, parce que c'est une situation qui nous a fait beaucoup souffrir, autant mes frères que moi. On est 3 enfants, on soutient nos parents. Au contraire, ça nous a plutôt rapprochés, mais en même temps, voilà, moi, je veux plus donner suite à... Pourquoi vous êtes là alors aujourd'hui? Pour déjà communiquer sur cette situation où on ne peut pas faire du mal à un de ses enfants comme ça. Et si jamais vos grands-parents nous regardent aujourd'hui? J'aimerais comprendre pourquoi ils ont fait ça. Voilà. S'ils l'ont fait déjà de leur propre gré, parce que voilà, c'est ce que je veux le savoir, je veux qu'ils me le disent, et puis savoir s'ils l'ont fait de leur propre gré, pourquoi ils l'ont fait. Parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient informés de tout ce que ça a engendré derrière, en fait. C'est certain. Voilà. Yvonne? Je crois que... Marianne? Je crois que c'est très intéressant, mais vous pourriez aller voir vos grands-parents. Parce que vous avez dit, votre papa a dit que votre oncle pensait que c'était lui le persécuteur. Je crois qu'il faut essayer de voir un peu plus clair là-dessus. Parce que bien souvent, et là encore, je prends toutes les précautions d'usage par rapport à votre oncle, c'est pas de lui dont on parle, mais de généralité, on attribue bien souvent à la personne victime des attitudes que la personne qui veut être propriétaire de tout et qui prend tout a personnellement. Je crois que en disant que votre papa est persécuteur, il faut chercher qui est vraiment le persécuteur. Qui est celui qui met la pression? Qui est celui qui fait peur? Je crois que ce sont des questions dont vous devriez obtenir quelques réponses de la part de vos grands-parents. Ils ont peut-être eux aussi été sous pression, comme le disait Marc. Et peut-être qu'eux aussi souffrent de cette situation? Bien sûr qu'ils en souffrent, c'est une certitude qu'ils en souffrent. Je pense, parce que tout le volet affectif, au moment où peut-être ils ont fait ça pour avoir la paix, ils n'imaginaient pas les conséquences que ça pouvait avoir, parce que quand on est grand-parent, ne pas pouvoir voir ses petits-enfants, ne pas les connaître, je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc je pense que tout le monde est en souffrance dans cette histoire, sauf peut-être une personne qui est dans la toute-puissance et qui a besoin de vivre là-dedans. Voilà. Mais ça n'aura qu'un temps. Bon, on va vous laisser réfléchir à tout ça. Merci en tout cas d'être venu partager vos histoires ici sur notre plateau. Et tenez-nous au courant de la suite. Qui sait, il y aura peut-être des suites positives. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans Version Fémina ce week-end. Merci à nos experts, Maître Gégère et Yvonne. Et pour l'heure, on se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver Laetitia et Jessie. A tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On se prépare pour un bébé, mais 3 d'un coup, c'est plus dur. Il y a tout juste un an, Laetitia et Jessie étaient venues nous dire à quel point l'arrivée de leur triplé avait mis leur vie sans dessus-dessous. Vos rapports de couple sont tendus aujourd'hui? Oui, c'est tendu. Un petit peu, oui. Aujourd'hui, vous allez les retrouver en pleine forme dans l'Histoire continue. On s'est retrouvés tous les deux, on passe plus de temps ensemble. Et nous leur présenterons Marie et Sébastien, 2 de nos téléspectateurs qui s'étaient vraiment reconnus dans leur témoignage.